Donc Patrick m'a demandé de parler aujourd'hui d'aménagement du territoire et d'infrastructure, parce que finalement c'est un sujet sur lequel il y a assez peu d'interventions, et c'est un sujet sur lequel on est tellement habitué à ce que ce soit très fortement fait, géré par la puissance publique, que ça fait partie du paysage et on ne se pose plus beaucoup de questions. Et je veux dire que moi-même, c'est mon métier, donc je vis dedans, donc j'ai parfois tendance aussi à oublier de me poser des questions sur la façon dont ça marche. Et donc, quelque part, cette demande d'intervention, ça a été aussi pour moi l'occasion de remettre un peu d'ordre sur des choses sur lesquelles je n'avais pas forcément complètement structuré ma pensée. Donc je vais structurer mon intervention en deux parties. Premièrement, l'infrastructure en France, c'est une affaire essentiellement publique. Et le fait que ce soit essentiellement public, je vais dire quels sont les problèmes que cela pose. Je vais essayer, bien sûr, en une demi-heure, je vais forcément, vous avez peut-être l'impression que je vais survoler par moment, mais enfin voilà. Et deuxièmement, comment on pourrait aller vers un modèle plus privé? Qu'est-ce que ce modèle plus privé pourrait apporter? Mais aussi, quelles sont les difficultés auxquelles ce modèle plus privé pourrait se heurter? Parce qu'il ne faut pas dire le privé, le privé, le privé. Il faut aussi avoir... Ce sont deux systèmes de gestion concurrents, chacun a ses avantages et ses inconvénients, donc il faut aussi se pencher sur les inconvénients des modèles privés lorsqu'ils existent. Alors l'aménagement du territoire aujourd'hui, je vais parler essentiellement de route parce que c'est ce qu'on a convenu avec Patrick. L'aménagement du territoire, c'est pas uniquement la route, mais c'est une affaire essentiellement publique en France. Par exemple, les lignes ferroviaires, même si on tolère que des trains privés commencent à circuler dessus, en France, les lignes ferroviaires, hormis quelques lignes touristiques, le petit train de la montagne machin et tout ça, c'est une affaire quasi uniquement publique. La route, il y a une petite partie qui est du privé. Alors, privé, c'est un peu du faux privé, c'est du concédé. C'est quand même la route, l'autoroute fait partie du domaine public. Et elle est concédée. L'exploitation et la gestion est concédée à des entités privées. Mais c'est quand même, quelque part, toujours, l'État garde un droit de regard dessus. Mais ça ne représente que 8000 km sur 950 000. Donc en France, la propriété de la route, elle est quasiment uniquement publique. Hormis, à l'autre bout de la chaîne, quelques allées privées en impasse. Par exemple, dans la métropole nantaise, il y a 840 allées privées. Mais enfin, ces allées privées ne jouent pas un très grand rôle dans le trafic. Ce ne sera pas vraiment central dans mon intervention. Enfin, dans l'aéroportuaire, les aéroports français ont longtemps été publics. Alors aujourd'hui, on commence à les privatiser. Il faut savoir que dans beaucoup d'autres pays, cette privatisation a eu lieu depuis longtemps, ne serait-ce que chez nos voisins britanniques, par exemple. Et donc, on constate que, globalement, qu'est-ce qui est privatisable, hormis le très court distance ou le petit train touristique? En fait, c'est le très court ou très marginal, ou alors les très longues distances. Et par contre, effectivement, on constate que sur le trafic, les routes ordinaires, celles que nous prenons tous les jours pour aller travailler près de chez nous, c'est une affaire essentiellement publique. Alors quand on dit que la route est publique, quand même de quoi on parle? Il faut bien serrer les choses, parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet disent oui, c'est l'État qui fait les routes. Bon, calmons-nous. L'État ou le département ou la commune est propriétaire de la voie. Il prend les décisions d'investissement ou d'entretien, qu'il fait plus ou moins bien d'ailleurs, et plutôt moins que plus. Par contre, la conception de la route. Alors la conception de la route, elle peut être publique ou privée en France. Pendant longtemps, l'État a internalisé ses bureaux d'études. Beaucoup de choses étaient étudiées par les DDE, mais petit à petit, de nombreux bureaux d'études privés ont pris le relais. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de routes qui sont étudiées par des bureaux d'études privés qui, ma foi, s'en tirent ni plus ni moins bien que les ingénieurs du public, dont je m'honore de faire partie, mais enfin, on n'a pas la prétention d'avoir le monopole du bon savoir en matière routière. La construction, elle est toujours achetée à des boîtes privées. C'est-à-dire très clairement, quand une route est construite, la propriété publique de la route se comporte comme un maître d'ouvrage, mais c'est toujours des boîtes privées de TP qui fabriquent la route. L'entretien lourd est presque toujours, j'écris toujours, enfin presque toujours, epsilonesque, acheté au privé. Très clairement, quand on refait un revêtement, c'est une boîte de TP qui vient, une boîte privée, il n'y a pas de boîte publique dans le TP, et donc, même si leur clientèle est très souvent publique, malgré tout, ce sont des boîtes privées. Et enfin, l'entretien courant, c'est-à-dire le fauchage de l'herbe sur les réseaux, refaire les peintures quand elles sont effacées, remettre des panneaux, etc., ou bien sûr intervenir sur des accidents quand il y a des accidents, pour nettoyer la route, pour protéger les secours, c'est plutôt effectué par le public. Et j'en sais quelque chose, c'est mon job quotidien, mais il y a un recours croissant à l'externalisation, puisque, comme je vous le dirai plus tard, les maîtres d'ouvrage publics ont des problèmes d'argent, et donc, évidemment, ils sont obligés d'avoir recours
à l'externalisation, à rechercher des zones d'efficacité qu'ils ne peuvent pas forcément trouver chez eux. Alors quels sont les problèmes liés à la nature publique de l'infrastructure routière en France? Voilà, c'est pas grave. Hop. Les problèmes liés à l'infrastructure publique, tout d'abord, c'est ce que j'appelle le biais de décision. Puisque l'État s'occupe de toutes les infrastructures, actuellement, il est dans une mode anti-routière, pro-rail, anti-voiture, pro-collectif, et donc nous verrons que ce biais de décision a des grosses incidences. Deuxièmement, il n'est pas efficace, il ne gère pas bien, on verra comment. Et puis troisièmement, il peut employer la force, notamment lorsqu'il exproprie, et là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes. J'essaye d'accélérer un peu. Quelques données économiques sur la route. Mythe étatiste, ouais mais la route c'est très lourdement subventionné, la route ça ne paye pas ses coûts. Alors c'est vrai que vous, quand vous prenez une route, vous avez l'impression évidemment que vous ne payez pas à chaque fois que vous passez sur une route. Heureusement, s'il fallait payer un péage à chaque fois, ce serait pas terrible. Mais en tant qu'usager de la route, vous payez bien sûr des taxes très spécifiques pour rouler. Rémi Prudhomme, un économiste de Paris, a compilé ce que vous payez spécifiquement pour avoir le droit de rouler. Attention, il ne compte pas la TVA sur les automobiles, parce qu'il dit la TVA c'est payé par tous les trucs, donc moi je vais compter que les taxes vraiment spécifiquement payées par les automobilistes. La TIPP, alors je ne compte pas donc la taxe sur les produits pétroliers, je ne compte pas la TVA en général, mais par contre il y a une part de TVA payée sur la TIPP. Alors celle-là je la compte quand même parce que l'impôt sur l'impôt, désolé, mais là c'est vraiment une taxe spécifique. Les taxes sur les contrats d'assurance, les taxes sur les certificats d'immatriculation, tout ça, ça fait 34 milliards, et si vous ajoutez les péages, ça fait 42 milliards. Et là il y a un truc intéressant, alors malheureusement j'ai choisi des couleurs qui ne passent pas bien, je vais donc commenter. Route plus autoroute, donc 42 milliards que vous payez, soit en péage, soit en taxes, dont 34 milliards en taxes. Combien, en contrepartie, la puissance publique restitue sur les routes? Alors, la puissance publique et les sociétés d'autoroutes, au total, en restituent 21 milliards. Donc, pratiquement, ils ne remettent que la moitié. Donc, ils vous font payer déjà le double. Alors, vous allez me dire, qui est le plus salaud entre les sociétés d'autoroutes et l'État? Alors les autoroutes, ils percevaient en 2007, je n'ai pas des chiffres plus récents, désolé, mais les ordres de grandeur n'ont pas beaucoup changé. Ils percevaient en 2007 7,5 milliards et ils remettaient à peu près 4,8 milliards sur la route. 56% de marge avant impôt, ma foi, c'est pas mal. Mais que fait l'État? L'État, je l'ai mis en rouge, donc là vous le voyez, 34 milliards de taxes diverses, taxes d'ailleurs même quand vous circulez sur les autoroutes, parce que l'essence vous la brûlez n'importe où. Et puis, l'État, les communes et tout ça n'en remettent que 16. Et c'était en 2007. En 2007, et donc 111% de marge. Conclusion, petit 1, quand on dit que les autoroutes se sucrent sur le dos de l'automobiliste, ce ne sont pas les seuls. Et deuxièmement, l'État vous fait payer le monopole public de la route horriblement cher. Et donc, et c'est vrai même pour les poids lourds, je ne rentre pas dans les détails, mais Prudhomme montre que les usagers de la route payent bien plus que le service qu'il aurait rendu en retour. Et je précise que depuis 10 ans, ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'en gros, le volet, ce que vous payez n'a pas beaucoup changé. Même les recettes de TIPP n'ont pas beaucoup augmenté d'ailleurs. Par contre, les départements étant dans des difficultés financières très graves, la principale variable d'ajustement dans les départements, ça a été la route. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, et quand vous circulez sur des routes secondaires, parfois ça se voit malheureusement, on continue de vous prélever beaucoup, mais on ne vous en rend pas beaucoup sur la qualité du service rendu sur nos routes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc mythe étatiste, petite comparaison route-rail. Patrick m'a demandé de ne pas trop parler de rail, mais enfin, un minimum quand même. Donc le mythe étatiste, la route est beaucoup plus subventionnée que le rail. Donc on vient de voir que en fait, l'automobiliste, il mettait 21 milliards de plus que ce qu'il recevait en retour, ou 16 milliards si on ne compte que la partie strictement publique. Par contre, le rail, lui, les usagers, ils mettent 13 milliards, mais de moins. C'est-à-dire que la billetterie, payée par les usagers, ne suffit pas à équilibrer les comptes, et l'ensemble des subventions publiques versées à la SNCF ou à RFF, qui maintenant sont regroupés après avoir été séparés, ça représente 13 milliards par an, dernier rapport sénatorial. Il y a quelques années, c'était 12 milliards, donc ça n'a pas beaucoup changé. Et je vais vous donner un exemple concret de subvention. La plupart des régions payent le déficit d'exploitation de la SNCF. Et dans les Pays de Loire, pour l'année 2000,
15, ce déficit d'exploitation a été de 140 millions d'euros. Et c'est qu'une seule région. Je vous laisse multiplier par le nombre de régions pour savoir combien ça fait. Et donc, on peut rajouter à ça aussi tous les transports, tous les systèmes de transport urbains. Hors Île-de-France, les subventions reçues sont de 5 milliards et ça représente à peu près 80% de leur budget. C'est-à-dire que la billetterie ne paye que 20%. Je n'ai pas rajouté les chiffres parisiens, ça doublerait à peu près, plus ou moins. Mais globalement, on peut même dire que tout ce que paye l'automobiliste, non seulement ça paye la route, mais ça paye tous les déficits des autres moyens de transport. Donc là encore, mythe étatiste, non, la route n'est pas... Enfin, la route est plutôt pour l'État, malheureusement, un centre de profit, mais un centre de profit qu'il ne met pas forcément à notre profit en tant qu'automobiliste. Alors ensuite, les gens vous disent « Ouais, mais la route, il y a plein d'externalités. » Ah, quand l'économiste vous parle d'externalités, mais allumez une lampe rouge, il est certainement en train d'essayer de vous vendre de vous avoir. Alors il nous dit, une externalité, c'est quoi? C'est un coût que l'automobiliste engendre, mais qu'il ne supporte pas lui-même et qu'il fait supporter aux autres. Si je ne voulais pas jargonner, je dirais que c'est un coût indirect. 3 externalités. L'insécurité routière, la congestion et les pollutions et l'effet de serre. L'effet de serre, j'y reviens pas, les intervenants de ce matin ont bien montré que c'était contestable. Mais quand les gens parlent des externalités négatives, ils oublient toujours de dire qu'avec la route, il y a aussi des externalités positives, c'est-à-dire que la route, ça profite à plein de gens. Et par exemple... Alors évidemment, ils disent, ouais, les externalités, on les estime, c'est 16 milliards, dont 11 pour l'insécurité routière. Je ne reviens pas sur les modes de calcul. Bon, quand une personne meurt, une perte de production sur l'ensemble de sa vie, on multiplie ça par le nombre de morts, le nombre de blessés, etc., on obtient un coût. Eh oui, les externalités positives. Prud'homme lui-même montre que, bon, d'accord, il y a des gens qui meurent sur la route, mais combien de vies sont sauvées par la route? Et Prud'homme montre qu'au minimum, en prenant simplement les problèmes cardiaques, le seul fait que les secours puissent utiliser la route pour venir sauver des gens, ça sauve 20 000 vies. Donc, 3 000 morts, mais 20 000 vies sauvées. Et ça, les gens qui sont contre la route n'en parlent jamais. Congestion, temps perdu. Il y a plein d'activités qui sont rendues possibles grâce à la route, ne serait-ce que moi-même, le fait que je vienne ici, alors je ne sais pas quelle est la contribution à la valeur ajoutée amenée à ce pays, mais s'il n'y avait pas de route pour venir à Dax, si je ne devais avoir compte que le train, franchement, je ne viendrais pas. Mais il y a énormément de choses qui ne seraient pas possibles. Bon, pollution, oui, je ne m'étends pas trop, mais effectivement, c'était sans doute mieux quand on n'avait que des machines à vapeur ou des engins à cheval qui laissaient des déjections partout. Et quand vous êtes entassé à 200 dans une rame de métro un jour de grippe, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas aussi des problèmes de pollution. D'ailleurs, on parle beaucoup de pollution en particules fines. C'est que l'endroit où on respire le plus de particules fines en France, ce sont les couloirs du métro parisien. Donc, bien sûr, ça, on ne vous le dit jamais. On dit, oh, le diesel, c'est horrible et tout, mais il y a peut-être d'autres choses. Alors, ensuite, qu'est-ce que la route rend possible? La route, c'est le seul moyen de faire du porte-à-porte, sans rupture de charge. C'est-à-dire que les automobilistes, quand on leur dit, il y a l'automobile a 82% de part de marché du transport de voyageurs, et tous les sondages montrent, quand on demande aux gens, mais pourquoi vous prenez la voiture alors qu'on fait tellement pour les transports en commun, que c'est beaucoup plus éco-citoyen? Ils disent, oui, mais la voiture, c'est plus commode. La voiture, qu'est-ce que vous voulez, c'est plus commode. Et donc ça pose une question, l'économiste se dit, mais finalement oui, effectivement, ça rend des choses possibles. Imaginons qu'il n'y ait pas de voiture, qu'on n'ait pas inventé le moteur à explosion, un truc suffisamment miniature pour pouvoir faire de la mobilité individuelle. Parce que quand on parle de la route, c'est quand même très lié à la voiture. Ouais. Quel pourcentage de notre PIB actuel, de notre richesse, serait rendu impossible ? C'est très difficile à estimer, il y a eu quelques tentatives. Toujours Prud'homme. Prud'homme a regardé plusieurs grandes villes de France et il a regardé, quand on augmente la mobilité, c'est-à-dire quand on augmente le nombre de points, le nombre de régions accessibles en 30 minutes de trajet, quelle est la variation de la productivité de la zone. 10% d'augmentation de la vitesse de déplacement ou du bassin égale 3% de gain de productivité pour la zone. 3%, ça commence à faire pas mal. À Londres, des études similaires donnent des résultats à peu près similaires. Bon, c'est des études, évidemment, c'est des modèles, bon, c'est jamais très précis. Et toutes les études sur des bassins urbains montrent à peu près la même chose quand on essaie. Et donc, plus on améliore la mobilité, c'est bien. Donc les statistes vous disent, vous voyez, il faut faire des transports en commun.
Et quand on regarde comment ça se passe en transport en commun, et donc c'est relativement invisible, c'est bien d'avoir pris du vert. Mais pourtant là, ça s'affiche en noir, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc des gens ont étudié plusieurs villes. Alors je prends le cas de San Francisco. Alors San Francisco, pas la ville, mais l'agglomération avec la Silicon Valley. Hein. Et donc les gens, ils ont regardé, en gros c'est une ville relativement congestionnée, donc ils ont regardé combien de temps en heure creuse ça prenait en moyenne pour les gens pour faire leur trajet domicile-travail. Donc ils ont regardé où les gens travaillaient, où les gens habitaient, ils ont fait des enquêtes assez précises et ils ont déduit un temps de base. Ils ont regardé quel était le temps perdu en congestion routière. Et ils constatent qu'effectivement, la perte moyenne aux heures pleines pour les gens est de 75%, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on met presque 2 fois plus de temps quand il y a des embouteillages, et les embouteillages, c'est un peu pénible. Mais ils se sont dit, mais s'ils utilisaient les transports en commun, San Francisco, c'est une ville qui fait des efforts pour les transports en commun. Enfin, c'est une agglomération qui fait des efforts. Il y a des lignes, il y a des métros, il y a des bus, il y a des trains, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, mais ils constatent que malgré tout, pour la plupart des automobilistes, enfin pour la plupart des usagers, en moyenne, c'est 3,5 fois plus lent. Donc, on dit, il faut augmenter la mobilité, il faut faire les transports en commun. Ben non, ce serait peut-être mieux d'essayer d'améliorer la fluidité du trafic automobile. Parce que dépenser en transport en commun, ce n'est pas efficace. Alors, reprenons un petit peu notre question, c'est quoi la part du PIB rendue possible par l'automobile? Alors là, il y a des économistes qui ont tenté de répondre à cette question, mais c'est forcément très imprécis. Je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes. Il y a des approximations, c'est en gros, on regarde un petit peu, on regarde quel est le prix moyen du transport, puis combien de gens sont prêts à payer plus cher, etc., etc. Il y a même des gens qui ont essayé d'estimer, ils ont constaté qu'il n'y avait pas une grande productivité dans les pays de l'Est, avant la chute du mur, et ils ont essayé de voir quelle était la proportion de cela qui était liée au fait que les gens n'avaient pas de bagnole. Et donc, en gros, avec beaucoup de marge d'incertitude, selon les auteurs, on peut estimer que de 30 à 50% de notre PIB est lié à notre capacité à nous déplacer ou à déplacer des marchandises par la route. À notre mobilité individuelle. Pensez à tout ce qui ne serait pas possible sans la mobilité individuelle s'il n'y avait que des vélos et des trains, quoi. Bon. Et donc, en France, combien les gens dépensent? Les gens dépensent à peu près 230 milliards en mobilité individuelle. Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises, alors bon, le chiffre d'affaires de marchandises, c'est pas qu'en France, il y a des étrangers qui font du transport chez nous. Enfin bon, il faut bien une approximation, c'est 44 milliards. Donc en gros, on arrive à 275 milliards de dépenses, et 30 à 50% du PIB, ça fait 660 à 1100 milliards. Ah, quand même, le rendement de nos dépenses de mobilité individuelle, il est assez exceptionnel finalement. Ça nous rapporte énormément et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça que les gens, ils prennent leur voiture pour se déplacer parce que globalement, ce qui a de la valeur, c'est pas le transport lui-même, c'est ce que vous faites au point A, ce que vous faites au point B, mais le fait de pouvoir le faire et de vous déplacer entre les deux a une valeur extraordinaire. La valeur de la mobilité, on ne s'en rend pas assez compte, mais elle est énorme. Première conclusion, donc. Alors j'ajoute que combien ça coûte de construire une route, c'est un peu intéressant à savoir. Donc en terrain plat, pas trop accidenté, 1 km de route de campagne, 1,5 million, 1 km d'autoroute, 5 à 6 millions. Je précise que c'est des coûts qui ont un peu augmenté à cause des exigences environnementales. Et 1 km de ligne LGV, si on prend Tours-Bordeaux, 25 millions. Donc très clairement, tout ce qui est ferroviaire, on a les mêmes écarts de ratio entre une voirie urbaine et un tram ou des choses comme ça. 3, 4, 5 fois plus cher. Dans tous les cas, il n'y a pas un cas où l'investissement ferroviaire puisse être considéré comme plus rentable pour les usagers que la route. Et donc le biais politicien anti-mobilité individuelle, c'est un biais qui aujourd'hui pénalise lourdement l'économie. Mais s'il n'y avait que le biais anti-routier. Ensuite, la gestion publique est assez inefficiente à chaque stade. Premier effet, donc c'est un économiste danois, Fischberg, c'est imprononçable, qui a étudié des tas de projets d'infrastructures dans le monde et il a montré que systématiquement dans les projets d'infrastructures publiques, les coûts étaient sous-estimés au stade de la planche à dessin et les bénéfices étaient surestimés. Et il a également trouvé que les biais d'estimation étaient beaucoup plus importants sur le rail que sur la route. Mais ils existent quand même sur la route.
Il dit tout simplement, bah oui, les gens qui travaillent à faire des projets, quand ils sont en première phase, ils veulent que ça continue. Donc pour que le projet se fasse, ils vendent aux politiciens des coûts sous-estimés et des bénéfices surestimés, de façon à ce que ça continue. Et ils le font beaucoup plus sur le train ou sur le ferroviaire que sur la route, parce que politiquement, c'est beaucoup plus porteur. Donc du coup, de nombreuses décisions de dépenses routières sont à caractère politique et non économique. C'est vrai pour les grands investissements routiers, c'est vrai pour la petite décision locale. Le nombre de décisions locales, de routes locales, qui sont là pour faire plaisir à un maire, machin, etc., plutôt que pour des raisons rationnelles. Alors ça, je ne vais pas dire que c'est mon quotidien, mais enfin, bon, j'ai régulièrement des choses qui arrivent comme ça sur mon bureau et où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Décision politique. Le public ne sait pas penser en coût global. Il n'a pas de méthode moderne de gestion. Aujourd'hui, on fait une route à 2 fois 2 voies, entre guillemets gratuite, puisque ce n'est pas une autoroute, et on oublie complètement que ces routes ont un besoin d'exploitation plus important, parce que, évidemment, quand on fait travailler des gens à réparer les trous dans ce genre de route, avec des gens qui roulent à 130 à côté, il y a des contraintes un peu plus grandes. Ça, la prise en compte de ce coût global de possession, on ne sait pas faire dans le public. C'est un drame. C'est un drame parce que, quand c'est pas prévu à l'avance, ça coûte toujours beaucoup plus cher après. Les calculs de valeur actuelle nette, on fait un peu de calcul économique quand même à l'État, mais elles sont toujours fantaisistes. Une valeur actuelle nette ne vaut que par les données qu'on rentre au départ. Alors l'exemple le pire, c'est le tunnel Lyon-Turin, où globalement les gens nous disent oui, l'État nous dit oui, ça va rapporter plein de pognon, etc., etc. Puis Rémi Prudhomme, toujours lui, il a calculé ce que ça allait coûter, etc. Il a conçu que c'était un investissement qui avait une valeur actuelle nette négative. C'est-à-dire qu'à la mise en service, compte tenu des frais de fonctionnement que ça va imposer et du faible gain que ça va amener en trafic, ça aura coûté énormément, plus de 50 milliards à faire, mais ça va continuer, dès la mise en service, à coûter très cher aux contribuables. Alors le Lyon-Turin, c'est extrême, mais beaucoup de décisions d'infrastructures, que ce soit routières ou ferroviaires, prises politiquement, sont dans un cas de figure où effectivement les valeurs actuelles nettes de sortie sont très très inférieures, voire négatives par rapport à ce qui a été investi. L'achat public n'est pas efficace, les codes des marchés publics ne permettent pas de bien négocier. En tant qu'acheteur public, moi je suis énervé de voir que n'importe quel exploitant de grande surface, quand il fait son parking de grande surface, il tire des prix 20 à 30% moins chers que moi, parce que lui, il peut négocier sans qu'on l'accuse de corruption, mais moi je suis obligé de maintenir une procédure strictement écrite, formalisée, etc. Je ne peux pas négocier. Comme je ne peux pas négocier, je n'ai pas les meilleurs prix, et donc ça coûte plus cher. Et puis la gestion des effectifs liés à la GRH publique, bon ça j'en parle pas trop, mais enfin voilà. Alors ensuite également le recours à l'expropriation. Alors le mythe étatiste, si l'État n'était pas là pour exproprier, on ne pourrait pas faire de route. C'est faux puisque nous avons 2 voisins qui sont l'Allemagne et l'Angleterre, où l'expropriation, sans être impossible, est beaucoup plus difficile que chez nous, beaucoup plus encadrée et surtout avec une indemnisation des expropriés beaucoup plus juste, c'est-à-dire beaucoup plus proche des valeurs de marché réelles, des valeurs avant expropriation. Ouais, parce qu'en France, on commence par dire qu'on va exproprier, puis 10 ans après on exproprie, on dit oui, votre terrain il vaut plus rien. Évidemment, avec une expropriation sur la tête, il vaut plus grand-chose. C'est facile ça. Non, ils ne le font pas. Et donc les collectivités allemandes, les collectivités anglaises, qu'est-ce qu'elles font? Bien que ce soit public, elles prévoient longtemps à l'avance, et puis elles achètent. Et globalement, elles réussissent à avoir la maîtrise foncière par des méthodes normales. Ça coûte un petit peu plus cher peut-être à l'achat, mais au moins c'est respectueux du droit. Et puis les gens ils font peut-être plus attention finalement à long terme sur savoir où est-ce qu'ils vont passer. Et puis on nous dit ouais, l'expropriation c'est efficace parce que le dernier là qui refuse de vendre, il peut bloquer le projet, etc. Alors moi je veux dire que malgré l'efficacité de l'emploi de la force publique, aujourd'hui, entre l'idée de faire une route et sa naissance, il faut au minimum 10 ans si vous avez de la chance, et plutôt aujourd'hui 15 à 20. Les procédures sont très longues, les remembrements, etc. Les recours, parce que vous traversez une zone humide, une zone de hanneton, etc., sont énormes. Et est-ce que le privé serait vraiment moins efficace que ça? J'ai quelques doutes, je ne peux pas le prouver, mais j'ai quelques doutes à ce sujet. Mais il y a des moyens de vaincre le problème du dernier vendeur récalcitrant.
un opérateur privé, il peut prévoir plusieurs fuseaux, et puis il peut utiliser ce qu'on appelle l'achat contingent, c'est-à-dire qu'il dit au propriétaire, je fais un accord avec vous, mais cet accord n'est valide qu'une fois que j'ai obtenu l'accord de tout le monde, et je mets les fuseaux en concurrence, et donc j'ai des concurrences entre vendeurs. Là, il y en a un qui finit par accepter, et la route peut passer. Donc, contrairement à ce que vous dit l'État, l'emploi de la force expropriatrice n'est absolument pas une absolue nécessité pour construire une voie nouvelle. Ça augmente peut-être un tout petit peu les coûts d'investissement, mais ce n'est certainement pas une justification de l'obligation d'avoir recours à l'État. Alors je suis en train de dépasser mon temps, et c'est bien dommage, car je voudrais quand même évoquer 2-3 petits points. Est-ce qu'on pourrait privatiser les routes? Alors, je ne reviens pas, il y a la propriété, et puis il y a tout le reste derrière. Tout le reste derrière, je vous ai dit que ça pouvait être fait aussi bien par le public que par le privé. La conception, la construction, l'entretien courant. On pourrait donc très bien imaginer déjà, dans un premier stade, et ça, pas de difficulté conceptuelle, certaines villes américaines l'ont fait, que l'entité publique soit juste un propriétaire de route et déjà un acheteur de prestations et qui mette des vendeurs de prestations routières en concurrence. Et déjà, là-dessus, il y aurait déjà des gains d'efficacité énormes. Par contre, la question la plus compliquée, c'est est-ce qu'on peut privatiser complètement la route, y compris la maîtrise d'ouvrage? Alors ça, c'est quand même un peu plus compliqué et d'un point de vue strictement libertarien, vous serez peut-être un peu moins satisfait par la suite de mon intervention. Je préfère vous prévenir pour ne pas mourir avant la fin. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, pourquoi le modèle public est-il dominant? Pour une raison que Ronald Coase aurait appelé le coût de transaction, parce que c'est un modèle quand même relativement commode, jusqu'ici. C'est-à-dire que, oui, si toutes les routes étaient privées avec des gens en concurrence, à chaque fois que vous changez de route, vous avez un péage à payer, ça aurait été tellement mal commode que l'avantage de mobilité lié à la route aurait été vite condamné par les coûts de transaction. Mais le paradigme technologique est en train de changer. Comme pour l'électricité il y a quelques années où maintenant il suffit de switcher un réseau pour que ce soit plus l'électricité d'un opérateur mais d'un autre qui arrive chez vous, vous pouvez tout à fait envisager d'avoir une tarification à l'usage avec un GPS. Alors, il y a un petit problème, ça pose un problème de respect de la vie privée. Même chez les très randiens et très libéraux de la Reason Foundation, il y a deux clans. Il y a les clans qui disent, de toute façon, vous êtes suivi à la trace par votre portable, votre carte bleue, donc un de plus, un de moins. On peut facturer à l'usage. Et il y en a d'autres qui disent, non, ça fait encore une violation de la propriété privée de plus. Peut-être que le coût de la violation de propriété privée est supérieur au gain que nous retirerions du paiement à l'usage. Bon, je ne tranche pas le débat, j'en sais rien pour tout vous dire, mais enfin voilà, c'est une question qui est posée, mais il faut savoir que technologiquement, aujourd'hui, le paiement à l'usage devient possible, ce qui n'était pas le cas il y a encore, on va dire, une dizaine d'années. Mais ensuite, il y a le problème de tarification par un monopole. La route, aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B, c'est globalement un monopole, au pire un duopole. En gros, pour faire Paris-Bordeaux, vous pouvez passer par Niort ou par Angoulême. Mais globalement, quand vous avez une route, en fait, le réseau français est très peu saturé, sauf quelques jours par an. Donc quand vous avez une route, mon Dieu, il n'y a pas vraiment d'espoir de marché en faisant une deuxième route concurrente à côté. Et tout ce que risque le mec qui voudrait se coller à une route existante, c'est d'avoir une surcapacité, sachant que la route, en plus, c'est un investissement très lourd en capital, c'est-à-dire que le temps que vous l'étudiez, vous payez. Vos flux de trésorerie mettent près de 10 ans à rembourser tout ce que vous avez payé, et ça ne rapporte qu'au bout de 10 ans. Je veux dire que comme aventure capitaliste, il y a certainement des choix qui sont beaucoup plus attirants pour les entrepreneurs. Et ensuite, un monopole, il est en mesure de capter, en gros, un monopole, ou même un duopole, il est en mesure de maximiser son profit au détriment des consommateurs. C'est-à-dire que la captation du surplus consommateur, les économistes disent dans leur jargon inimitable, l'équilibre de monopole est sous-optimal. Bon, voilà. En gros, lorsque vous êtes sur un marché très concurrentiel, le prix il peut s'établir entre deux barres. L'une, c'est la barre basse, c'est le prix de revient. En gros, personne n'en en dessous de son prix de revient. Mais la barre haute, c'est ce que l'utilisateur est prêt à payer. Vous avez vu tout à l'heure que nos dépenses de mobilité, elles sont très rentables. Ça veut dire que beaucoup de gens seraient prêts à payer plus qu'ils payent aujourd'hui. Et donc, une société monopolistique sur une route serait tentée d'établir son prix au maximum que vous puissiez payer. Et donc, ce qu'on appelle le surplus consommateur, c'est-à-dire la différence entre ce que vous payez vraiment et ce que vous seriez prêt à payer, ce surplus consommateur, il serait capté par l'offreur. Mais le problème, c'est que le surplus consommateur et la capacité de la concurrence de faire baisser le prix en dessous du prix qui maximise le revenu global du secteur, c'est ce qui alimente la destruction créatrice. C'est parce que vous payez moins cher un service
que vous que vous conservez de l'argent qui vous permet de dépenser dans d'autres choses. Et on le voit bien, je ne développe pas parce que je suis en retard, mais quand on compare des marchés où sur des postes de dépenses fixes, les gens sont contraints par des offreurs en situation soit de monopole, soit en situation de force, d'aller au-delà, d'aller jusqu'à leur capacité maximale de paiement, eh bien le niveau de vie global de la zone baisse. On le voit dans le logement, quand on compare la Californie et le Texas. On le voit avec les effets aujourd'hui du système de santé américain, où le fait que l'Obamacare permette aux laboratoires pharmaceutiques d'augmenter leur prix, puisque les assurances, par la loi, sont obligées de payer. Et donc du coup, ça augmente le prix des assurances, mais ça baisse le prix que les consommateurs peuvent mettre dans le reste, dans la nourriture, les restaurants, les sorties, etc. Donc ce problème de tarification par un monopole, aujourd'hui, il n'a pas de réponse économique satisfaisante, ni libéral, ni étatiste, etc. Alors Ramsay et Boiteux, des économistes français, ils ont dit le meilleur, et aujourd'hui Tirole dit le meilleur moyen, effectivement, c'est de rechercher un maximum de transparence de coûts, de rétablir donc entre un régulateur ou un propriétaire public la symétrie de l'information, et de négocier le meilleur prix possible. Je ne suis pas certain qu'ils aient raison, mais je n'ai pas de solution autre. Je ne l'ai pas, la solution. Parce qu'effectivement, quand on voit comment ils se sont un petit peu fait avoir quand même par les sociétés d'autoroutes qui font de très belles marges et qui se sont fait prolonger leur concession pour des durées jusqu'en 2060-2070, je me dis que l'État, malgré tout, n'est pas un très bon négociateur vis-à-vis d'offres monopolistiques ou quasi monopolistiques. Mais enfin, voilà, c'est aujourd'hui la solution dominante. Et laisser le monopole tarifer son prix au maximum aurait d'autres effets également pervers. Je ne sais pas vous dire quel est l'effet le plus pervers, la régulation par l'État ou laisser le monopole fixer son prix. Je vous le dis, voilà, je ne suis pas universel. Bon, alors il y aurait quand même des choses à faire. Déjà, transformer, donc aujourd'hui les routes nationales sont gérées par des établissements régionaux qu'on appelle les DIR, qui sont en fait des spin-offs des ex-DDE. Et c'est Sarkozy qui a fait ça à l'époque où il n'était que ministre de Chirac. Et je veux dire que ces DIR pourraient très facilement être transformés en société, société anonyme ou établissement public à caractère industriel et commercial, enfin politiquement, réalistement, donc avec un système comptable. Ce sont que des grandes routes, donc le paiement à l'usage n'est pas inenvisageable, et on pourrait imaginer qu'effectivement ces sociétés sont en concurrence, enfin, ou pas, mais enfin ce serait mieux qu'elles le soient, et que on pourrait imaginer effectivement que ces DIR deviennent des établissements publics. Ça, c'est un premier point. Puis on pourrait imaginer que au sein des départements ou des communes, on pourrait imaginer par exemple que les communes soient gérées non pas comme des entités politiques, mais comme des syndics de copropriété. Les routes, c'est la partie commune, exactement comme dans un immeuble, et on met en concurrence le syndic, la commune se contente d'être acheteur de prestations, et met en concurrence des boîtes privées pour gérer les routes avec un contrat d'objectif. On veut que vous mainteniez tel état, que vous répariez ceci, etc. Et le moins cher l'emporte. C'est pas utopique. Par exemple, nous avons des villes aux États-Unis, une célèbre qui s'appelle Sandy Springs, c'est dans la banlieue d'Atlanta, qui a quand même 80 000 habitants, qui a entièrement privatisé non seulement ses routes, mais ses pompiers, ses services de police, etc. sur ce modèle. Donc en fait, ils ont une dizaine de gens qui sont des acheteurs professionnels et qui se contentent de mettre en concurrence des fournisseurs privés. Ça, ce serait tout à fait faisable. Ce serait faisable aussi au niveau d'un département. Et aux États-Unis ou au Canada, de nombreuses collectivités, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont mis en concurrence leurs propres services publics avec des offreurs privés. Et souvent, c'est les services publics qui ont gagné, parce que les mecs, ils se sont dit, putain, on va perdre notre boulot. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent mieux le métier, parce qu'ils le font. Et donc, ils se sont bougés les méninges, et ils ont réussi à s'améliorer. Et donc, oui, ce seraient des choses qui seraient déjà faisables, et qui permettraient d'améliorer considérablement la situation. Donc, les conclusions. Il est déjà possible de privatiser complètement la gestion opérationnelle d'un réseau routier. Si on vous dit le contraire, c'est pas vrai. La technologie permettra très vite de résoudre le problème autrefois bloquant du coût de la transaction, donc du problème du péage et donc du paiement à l'usage, sous réserve de faire en sorte de respecter la vie privée. Et puis le rôle de la maîtrise d'ouvrage publique dans un avenir réalistement imposable, il ne disparaîtra pas totalement tant que le monopole naturel ne sera pas cassé par l'évolution technologique. Oui, on voit de temps en temps des gens qui rêvent de voitures volantes. Ça n'arrivera sans doute un jour, mais pas aussi proche qu'on le dit.
Mais ça arrivera, ce jour-là, effectivement, ben, la route aura un concurrent qu'ils auront beaucoup de mal, ils auront beaucoup de mal à contourner. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, notamment du fait que la voiture autonome va énormément changer non seulement le rapport à la voiture, mais aussi le rapport à la route et à l'infrastructure. Enfin là, bon, là, je crois que j'ai dépassé toutes les limites acceptables et je vous laisse poser des questions. Qui pose une question? Ils sont tués là. Ah, s'il pose pas de questions, tu peux continuer. Hein. Bon, allez. Pas de questions? Allez, vas-y. Bon. Aubert. Je vais répondre à des petites questions que j'ai entendues à table. Les questions que j'entends tout le temps. D'abord, monsieur, pourquoi vous faites des ronds-points partout? Les ronds-points, c'est nul, et puis je suis sûr que les élus, ils touchent plein de fric en pot de vin pour faire des ronds-points, etc. Je la vois partout. Alors, ben, si j'étais propriétaire d'un réseau électrique, j'essaierais d'améliorer constamment mon réseau en fonction des évolutions technologiques. Et si je suis propriétaire d'un réseau privé, que je sois un propriétaire public ou privé, j'essaye d'améliorer mon réseau routier. Et il se trouve que le giratoire, qui est le vrai nom du rond-point, il a quand même un avantage par rapport à un carrefour plan, c'est que la probabilité d'accident mortel est beaucoup moins élevée. Par exemple, sur un carrefour en croix classique, avec des trafics moyens, cette probabilité est 16 fois plus faible. Quand on sait que la perte de production liée à un accident mortel en moyenne, c'est-à-dire tout ce que la personne morte ne produira plus, est estimé par les économistes à environ 1,3 million, 1 300 000 euros, et qu'un giratoire, bon, on peut vous le faire aujourd'hui à 300 000, enfin ça peut aller plus haut, hein, s'il est plus grand, s'il faut rattraper beaucoup de branches, bon, 300 000 euros, 400 000, 500 000, bon, c'est pas la dépense, à mon avis, la moins rentable qu'on peut faire. D'autre part, je considère quand même qu'en matière de sécurité routière, on est passé de 17 000 morts en 1973 à 3 000 morts aujourd'hui. Alors les causes de cette baisse sont multiples. L'État va dire c'est grâce à notre politique de répression. Non, je pense pas. Le premier facteur objectif, c'est qu'il y a moins de personnes par voiture, donc chaque accident a moins de monde à tuer. Et puis ensuite, il y a plusieurs facteurs objectifs qui font que les voitures, certes, sont plus sûres, mais le réseau aussi est beaucoup plus sûr. C'est-à-dire que les autoroutes sont 5 fois moins mortelles que les routes. Donc quand on ouvre une nouvelle autoroute, forcément on réduit l'accidentologie. Et puis les giratoires, on a fait des études, nous, sur les giratoires qu'on a fait à 5 ans avant, 5 ans après. Très clairement, le bilan de sécurité routière, il est énorme. Alors ça ne veut pas dire que tous les giratoires sont justifiés, parce qu'à partir du moment où on a l'outil miracle, tout le monde en veut. Et effectivement, je vous ai dit, la route est un objet politique, donc certains élus ont voulu des giratoires qui ne se justifiaient pas totalement. Et je dirais que globalement, quand même, de mon expérience, le bilan du carrefour giratoire est extrêmement positif, tant en termes de fluidité de trafic, parce qu'à Nantes, depuis qu'ils ont remplacé les feux par des giratoires, voire des doubles giratoires, au début on tâtonne un peu, mais franchement, la fluidité s'est améliorée, c'est pas contestable. Enfin, c'est n'importe quelle personne qui vit à Nantes vous le dira. Et deuxièmement, en termes de sécurité, effectivement, le bilan est meilleur. Ça ne veut pas dire que derrière, les politiques de répression de sécurité routière sont forcément les bonnes. Etc. Enfin, bon, voilà. Une question que vous ne m'avez pas posée, à laquelle je réponds parce que je la sentais venir. Voilà. Je veux quand même vous dire un petit peu ce qui se trame donc avec les voitures automatiques. On va redevenir un peu sérieux, parler de choses un peu importantes. Donc, en milieu urbain. En milieu urbain, une spin-off de l'OCDE, qui s'occupe plus particulièrement des transports, a fait une étude. Alors pour l'instant, ils l'ont faite que sur une ville, ils ont choisi Lisbonne. Vous voulez savoir pourquoi. Et donc ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, quelle est l'inégalité face à la mobilité à Lisbonne? Et ils ont regardé, entre les quartiers pauvres, les quartiers riches, quelle était la proportion d'emplois, des emplois disponibles dans la ville, auxquels, dans un temps raisonnable, qui considérait 30 minutes sur un trajet simple, les gens pouvaient accéder. Ils ont constaté que, curieusement, dans les quartiers pauvres, on avait beaucoup moins accès aux bons jobs que dans les quartiers riches. C'est quand même bizarre, c'est la vie. Hein. Pourtant, tout ça, c'est géré par le public, comme partout. Hein. Bon, voilà. Et ils ont dit, maintenant, imaginons un modèle qui existe déjà, qui tourne déjà dans les esprits des gens et sur lesquels ils travaillent. Hein. Les Uber, les Mercedes, les Apple, les Volvo commencent à tester à très petite échelle, mais on peut dire qu'entre 2020 et 2030, c'est quelque chose qui risque de devenir mainstream. Et ils ont regardé, donc si on a des véhicules itinérants, des taxis sans pilote,
Alors le taxi sans pilote, bah, c'est un taxi où vous n'avez pas à payer le chauffeur, donc le coût au kilomètre, vu qu'il roule tout le temps, vous pouvez le passer en dessous de 20 centimes. Ah, bah, le coût aujourd'hui du kilomètre passager en transport en commun, en moyenne, à Paris, c'est 30 centimes, ou 28. Donc déjà, ça devient plus compétitif que les transports en commun. Et donc ils ont imaginé, mais imaginons qu'il y ait des véhicules monoplaces et des véhicules 4 à 8 places, pour qu'aux heures de pointe, ben, les gens puissent avoir des véhicules encore moins chers, puisqu'ils en partagent le coût, parce qu'ils vont tous travailler au même endroit, ils habitent un peu dans les mêmes quartiers, donc c'est tout à fait possible d'organiser des maraudes semi-collectives. Et ils se sont aperçus que le coefficient d'inégalité d'accès à l'emploi était ramené à quasiment zéro, une sorte de coefficient de Gini, pour ceux qui connaissent, était ramené à quasiment zéro, c'est-à-dire que la voiture autonome va complètement supplanter les transports en commun qui vont devenir complètement marginaux. Donc aujourd'hui, quand on vous dit qu'il faut faire des investissements lourds dans le transport en commun, ben, allez voir votre maire et dites-lui il faut peut-être se calmer parce que tout ce que vous allez décider aujourd'hui, quand ça va sortir, ce sera obsolète. Et deuxièmement, ça va considérablement augmenter l'efficacité économique des bassins urbains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous pouvez accéder à des bons jobs dans un temps donné, et plus la productivité d'un bassin augmente. Et donc là, on a une rupture technologique qui est alors certes porteur d'angoisse pour les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de camion qui ont peur de perdre leur job, et ça fait un sacré paquet de monde, mais c'est aussi extraordinairement porteur de changements par rapport à l'infrastructure. Parce que tous les investissements lourds ferroviaires vont perdre considérablement de leur intérêt, y compris auprès des décideurs publics. Mais deuxièmement également, je veux dire, quand la sécurité sera gérée par de l'automatisme, qui buggera beaucoup moins souvent que l'automobiliste, vous n'aurez plus besoin d'avoir des gendarmes qui vous font souffler dans le ballon. Vous pourrez même conduire bourré. Donc, je veux dire, acheter des actions dans le cognac, ça va redémarrer. Mais plus sérieusement, le rapport, peut-être qu'on va enfin pouvoir redéployer des gendarmeries sur des problèmes un peu plus, certes importants, mais je ne veux pas dire que les morts sur les routes, c'est pas important, mais quand on voit ce que ça coûte, 11 milliards, et quand on voit ce que l'automobile rapporte, plus de 600 milliards, malgré tout, ça reste trop, mais marginal, faible par rapport à ce que ça rapporte. Donc ça va changer ce rapport-là. Ça va donner de la mobilité à plein de gens qui aujourd'hui ne sont pas mobiles. Moi j'ai vu une vidéo où on voit que le type à la fin il est aveugle sur la Google Car, c'est assez extraordinaire. On dit la Google Car réussit à se garer, etc. Oh, la Google Car c'est garé sur un emplacement handicapé. Oh, là, ils n'ont pas résolu ça. Et là on voit le mec qui met ses lunettes, qui prend sa canne. Et je dis très fort. Et donc, plein de gens qui n'avaient pas accès à la mobilité vont avoir une mobilité décuplée. Des personnes âgées qui ne voulaient plus conduire. On pourra envoyer les enfants à l'école comme ça. À partir de quel âge les parents pourront le faire, j'en sais rien. Je pense que l'État il mettra ses sales pattes et réglementera. Faut pas imaginer que l'État ne mette pas ses doigts là-dedans. Mais globalement, une fois de plus, une innovation guidée par l'envie du profit, le goût du profit privé par des boîtes privées va résoudre tout un tas de problèmes. Et on parlait des giratoires tout à l'heure, je reboucle sur ce que je dis, vous voyez. Effectivement, peut-être qu'on aura beaucoup moins besoin d'en faire, parce que quand, à un stop, la sécurité sera gérée par des ordinateurs plutôt que par des humains, le stop ne sera pas brûlé et la voiture s'insérera dans le trafic quand elle le pourra, et donc il n'y aura plus besoin d'avoir des équipements un peu coûteux au croisement entre les routes, giratoires, échangeurs et tout, parce que ce sera beaucoup plus simple finalement de gérer cette sécurité. Donc là aussi, même pour nos métiers, c'est porteur de disruption. On verra bien. Et ce sera aussi porteur d'opportunités. Voilà. Une question ? Encore une question ? Alors, on peut même en prendre d'autres.